Parker Schnabel vient de réécrire l'histoire de la ruée vers l'or, d'une manière qui semblait autrefois impossible. Du sol gelé du Klondike, il a extrait une étonnante valeur de 120 millions de dollars d'or. Une étape franchie par le même garçon qui a appris à exploiter pour la première fois à seulement 5 ans, tout en suivant son grand-père à travers une humble revendication familiale. Ce total incroyable l'a poussé au-delà de tous les mineurs que la série a jamais présentés, établissant un record que personne d'autre n'a même pu égaler. Ce n'est plus simplement une autre réalisation dans une émission de télévision. C'est l'histoire d'un jeune mineur qui a transformé les leçons de son enfance en l'un des empires miniers les plus remarquables jamais construits dans le Nord. Son total une carrière dépasse désormais les 63 000 onces d'or, un chiffre qui continue de croître à chaque nettoyage. Ce nombre dépasse ce que Tony Beats a passé des décennies à produire, dépasse tous les rêves ambitieux que Todd Hoffman n'a jamais annoncés publiquement et dépasse même le total d'or combiné des mineurs qui ont lancé les premières saisons de Gold Rush. Ce qui ressemblait autrefois à une référence impossible est progressivement devenu la nouvelle réalité de Parker. Chaque saison, l'écart entre lui et le reste du peloton ne fait que s'élargir, ce qui fait que sa domination ressemble moins à une compétition qu'à une histoire se déroulant en temps réel. Pourtant, même après avoir atteint des sommets que personne ne croyait possibles, Parker refuse de ralentir. Au cours de la saison 16, il s'est fixé un objectif encore plus scandaleux. 10 000 onces en une seule saison minière. Une récolte d'une valeur de près de 35 millions de dollars, au vu de la flambée actuelle des prix de l'or. S'il réussit, il redéfinira une fois de plus ce que les mineurs croyaient réalisable dans le Klondike. Au lieu de protéger son héritage, Parker continue de le risquer en recherchant des records qui n'existaient même pas jusqu'à ce qu'il les imagine. Pour rendre ce rêve possible, Parker a monté la plus grande opération de sa carrière. Pour la toute première fois dans l'histoire de la ruée vers l'or, il tente de faire fonctionner 4 installations de lavage simultanément, poussant chaque machine, chaque équipe et chaque minute de lumière du jour à leur limite absolue. Cette saison, il ne s'agit pas de progresser régulièrement. Il s'agit d'une course totale contre la montre où chaque heure de production perdue pourrait coûter des centaines de milliers de dollars, obligeant chaque membre de l'opération à travailler sans hésitation. La stratégie est simple en théorie, mais extrêmement difficile en pratique. Chaque usine de lavage doit fonctionner presque sans arrêt, tandis que les équipes de décapage doivent rester bien en avance sur la production pour garantir que les saletés fraîches ne cessent jamais de couler. Une panne mécanique, une excavation retardée ou une occasion manquée pourrait se répercuter sur l'ensemble de l'opération comme la chute de domino. Garder en vie cette énorme machine minière chaque jour est devenu tout aussi important que trouver l'or lui-même. Mais derrière toute cette confiance et ces ambitions massives se cache une réalité que peu de gens mesurent pleinement. Parker porte une dette de près de 15 millions de dollars, un énorme fardeau financier directement lié à l'avenir de son empire minier. Son équipement vieillit sous une pression incessante des pannes coûteuses, continue de menacer la production, et chaque retard réduit la marge d'erreur. S'il ne réussit pas une autre saison record, l'entreprise qu'il a passé des années à bâtir pourrait soudainement se retrouver sur un terrain dangereusement instable. Les enjeux sont devenus encore plus importants, car le marché de l'or lui-même a radicalement changé. Les prix de l'or continuent de grimper, rendant chaque once cachée sous Dominion Creek plus précieuse que jamais. Parker sait que l'opportunité qui se cache derrière ses revendications ne se représentera peut-être jamais, et cette connaissance le pousse à exploiter l'exploitation de manière plus agressive qu'à tout autre moment de sa carrière. Comme il l'a expliqué à plusieurs reprises cette saison, donne enfin à son équipe la chance de se dégourdir les jambes, de libérer pleinement son équipement et de découvrir exactement ce que Dominion est capable de produire. Cela soulève une question encore plus importante. Comment un enfant d'une petite ville minière de l'Alaska a-t-il réussi à construire l'exploitation aurifère la plus importante que le Klondike ait jamais connue? Et pourquoi le chiffre global de 120 millions de dollars ne raconte-t-il qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste dont si peu de gens discutent? Pour comprendre comment Parker a atteint ce point extraordinaire, il faut revenir aux décisions qui ont jeté les bases de tout ce qu'il a accompli. Ses choix semblaient imprudents à presque tout le monde autour de lui, mais ils ont finalement changé sa vie pour toujours. L'histoire commence alors que Parker n'avait que 18 ans, alors que la plupart des adolescents se préparaient aux dortoirs universitaires, à la vie sur le campus et à des carrières prévisibles. Parker a pris une décision qui a choqué presque tous ceux qui le connaissaient. Au lieu d'utiliser les fonds universitaires que ses parents Roger et Nancy Schnabel avaient soigneusement économisés pendant de nombreuses années,
Il a investi chaque dollar dans le lancement d'une exploitation minière dans le Klondike. Il a loué un terrain à Tony Beats, mettant tout son avenir en jeu, avant même que la plupart des gens de son âge n'aient commencé à devenir adultes. Tony a même remis au jeune mineur 100 onces d'or pour l'aider à démarrer son opération. Mais ce geste généreux s'accompagne d'énormes attentes. Imaginez la pression à laquelle Parker était confronté à ce moment-là. Un jeune de 18 ans sans formation minière formelle s'est soudainement retrouvé responsable de millions de dollars en équipement dirigeant des travailleurs expérimentés qui avaient souvent 2 fois son âge, tout en recherchant de l'or enfoui sous près de 10 mètres de terre gelée et d'un pergélisol impitoyable. Un échec ne lui coûterait pas simplement de l'argent. Cela pourrait effacer toutes les opportunités que sa famille avait travaillé si dur pour créer. Lorsque sa première saison complète au Klondike s'est finalement terminée, Parker a récupéré 29 onces d'or, d'une valeur d'environ 4 millions de dollars. Pour presque tous les mineurs débutants, cela aurait été une raison suffisante pour célébrer pendant des mois. Au lieu de cela, Parker s'est à peine arrêté pour profiter de la victoire. Plutôt que de dépenser son succès, il a immédiatement réinvesti chaque dollar dans l'expansion de l'opération. De nouvelles machines ont remplacé les anciens équipements. Des usines de lavage plus grandes ont augmenté la capacité de traitement. Les projets miniers de plus grande envergure exigeaient des équipes plus nombreuses et des calendriers beaucoup plus agressifs. Ce cycle incessant de réinvestissement est rapidement devenu la philosophie déterminante de la carrière de Parker. Alors que de nombreux mineurs se concentraient sur la protection des bénéfices, Parker s'efforçait de rendre la saison suivante encore plus importante que la précédente. Année après année, les chiffres ont augmenté à un rythme étonnant. La 5e saison a produit environ 511, prouvant que le premier succès n'était pas dû à la chance. Au cours de la 7e saison, Parker avait atteint environ 316, générant plus de 5 millions de dollars d'or et confirmant que son exploitation entrait dans une ligue totalement différente. Chaque réalisation est simplement devenue un tremplin vers un objectif encore plus grand. De nombreux mineurs chevronnés observaient l'expansion rapide de Parker avec un scepticisme croissant. Ils pensaient qu'il agissait beaucoup trop vite, dépensait de manière trop agressive et prenait des risques que les opérateurs expérimentés savaient éviter. Certains l'ont ouvertement décrit comme imprudent, insistant sur le fait que quelqu'un de son âge n'avait pas à diriger une exploitation de cette envergure dans l'un des environnements miniers les plus difficiles au monde. Parker a écouté toutes les critiques, puis est remonté dans l'excavatrice et a quand même continué à creuser, permettant aux résultats de répondre à des questions que les mots ne pourraient jamais répondre. Tout a changé au cours de la saison 8. C'est à ce moment-là que Parker a cessé d'être considéré simplement comme un jeune mineur talentueux et est devenu peut-être le concurrent le plus intimidant que le Klondike ait jamais connu. Ce qui a suivi était bien plus qu'une simple saison minière. C'est devenu une bataille pour la fierté, la réputation et la suprématie qui allait modifier de façon permanente l'équilibre des pouvoirs sur Gold Rush. La rivalité a atteint son apogée lorsque Parker et Todd Hoffman ont convenu d'un pari de 100 onces, promettant que celui qui extrairait le plus d'or remporterait la victoire. Ce qui ressemblait à une compétition serrée s'est rapidement transformé en l'une des compétitions les plus unilatérales de l'histoire de la série. L'équipe de Parker a livré une quantité extraordinaire de 280 onces, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, tandis que l'équipe de Todd a terminé avec seulement 644 onces. Parker n'a pas simplement gagné le pari, il avait battu Todd par presque 4 contre 1, ne laissant absolument aucune place au débat. Lorsque la saison s'est terminée et que Parker est arrivé pour récupérer ses gains, Todd lui a tendu un simple pot rempli d'or sale et non lavé. Parker l'a accepté sans fête, sans se moquer de son rival et sans donner du spectacle au moment présent. Au lieu de cela, il a discrètement fait don de la totalité du montant à une œuvre caritative, s'éloignant comme si le pari lui-même n'avait jamais eu d'importance. Cette seule décision en a révélé autant sur le personnage de Parker que n'importe quel nettoyage record pourrait jamais le faire. S'il a marqué aussi la fin d'une époque. Après 8 saisons dans Gold Rush, Todd Hoffman s'est éloigné de la série. Officiellement, il a expliqué qu'il souhaitait poursuivre des opportunités dans la musique et dans d'autres projets. Pourtant, de nombreux téléspectateurs ne pouvaient s'empêcher de se demander si le fait d'avoir subi une défaite aussi décisive contre quelqu'un de la moitié de son âge avait joué au moins un rôle dans cette décision. Quelle que soit la raison, Parker est resté au sommet tandis que l'un de ses plus grands rivaux a disparu de la compétition. Cependant, les totaux d'or ne racontent qu'une partie de l'histoire de la saison 8.
La même année, Tony Beats a tenté de rappeler à Parker qui contrôlait exactement le terrain qu'il exploitait en lui coupant l'approvisionnement en eau. Sans eau, les lavoirs ne peuvent pas couler. Sans éclusage, la production d'or s'arrête complètement. Il s'agissait d'une mesure puissante destinée à renforcer l'autorité de Tony sur les créances louées par Parker. Parker a refusé de se rendre. Travaillant aux côtés de Rick Ness, il a conçu un plan audacieux pour transporter la saleté du trou de boue jusqu'à Big Red, en empruntant les propres routes de Tony, maintenant ainsi la production en vie malgré les énormes obstacles placés devant lui. Lorsque Tony est arrivé furieux arguant que le contrat de Parker interdisait de récupérer les salaires d'une autre réclamation, Parker a répondu en fermant la propre réclamation de Tony en retour. À seulement 22 ans, Parker s'est retrouvé face à face avec l'homme largement connu sous le nom de roi du Klondike, et il n'a jamais reculé une seule seconde. Comme si la confrontation elle-même n'était pas assez dramatique, le désastre a failli se produire lorsque les roulements du Big Red ont pris feu, menaçant de détruire entièrement l'usine de lavage. Les flammes, les pannes, les conflits et la pression incessante se sont tous heurtés au pire moment possible. Pourtant même, en envisageant la possibilité d'une panne catastrophique de l'équipement Parker, a continué à avancer au lieu de reculer. Ce refus d'arrêter est devenu l'un des traits déterminants derrière chaque étape qu'il a franchie. À partir de là, les records sont devenus encore plus extraordinaires. Au cours de la 9e saison, Parker s'est fixé un objectif ambitieux de 7 onces lors de l'exploitation minière à Scribner Creek. Beaucoup pensaient qu'il avait une fois de plus visé un niveau irréaliste, mais son équipage a répondu à chaque doute par des résultats. Ils ont terminé avec 7427 onces, d'une valeur de près de 9 millions de dollars, gagnant ce que Discovery Channel a décrit comme le plus grand nettoyage de l'histoire de la ruée vers l'or à cette époque. Parker n'avait encore que 23 ans, et pourtant sa production cumulée de carrière dépassait déjà les 30 millions de dollars d'or. La plupart des mineurs passent leur vie entière à espérer atteindre ne serait-ce qu'une fraction de ce total. Parker l'avait atteint avant que de nombreuses personnes terminent leurs études supérieures. Sa carrière ne suivait plus le cheminement normal des mineurs à succès. Cela s'accélérait sur un territoire qui n'avait jamais existé auparavant. La saison suivante a produit un peu moins d'onces, soit seulement environ 200 oncées de moins que le record de l'année précédente. Sur le papier, cela semble être un retour en arrière. En réalité, la flambée des prix de l'or signifiait que ces onces valaient encore plus d'argent, poussant la valeur de la saison à environ 8 millions de dollars. Les chiffres publiés dans les journaux semblaient similaires, mais financièrement l'opération était devenue plus solide que jamais. Un changement tout aussi important s'était produit en coulisses. Parker exploitait désormais son propre terrain au lieu de le louer à Tony Beats, éliminant ainsi les redevances qui réduisaient auparavant ses bénéfices. Chaque once qui sortait du sol avait désormais une valeur bien plus grande, car une plus grande partie des revenus restait au sein de la propre entreprise de Parker. Lorsque des milliers d'onces sont impliquées, cette différence transforme une entreprise minière déjà prospère en une entreprise extrêmement rentable. La saison 12 a encore élevé la barre avec environ 504 onces, prouvant que le succès antérieur de Parker était devenu la norme plutôt que l'exception. Puis vint la saison 13, où son équipe a une fois de plus brisé les attentes en produisant 11, ce qui reste le total d'onces le plus élevé pour une seule saison de sa carrière. Au prix de l'or contemporain, cette incroyable récolte représentait près de 14 millions de dollars, générés en une seule saison minière. Peu d'exploitations minières dans le Klondike pourraient même imaginer des chiffres d'une telle ampleur. Pour comprendre à quel point ces totaux sont extraordinaires, considérons le contexte plus large de la ruée vers l'or. De nombreux mineurs expérimentés célébreraient une saison de 2000 onces, comme la plus grande réussite de leur carrière. Parker produisait environ 4 fois cette quantité, tout en continuant à se développer chaque année. La comparaison a cessé de paraître compétitive depuis longtemps, parce que l'écart qui séparait Parker de tous les autres était devenu presque impossible à combler. À ces stades, Parker avait officiellement extrait plus d'or que n'importe quel mineur individuel dans l'histoire de la ruée vers l'or. Son avance sur tous les autres concurrents ne se mesurait plus en quelques nettoyages réussis. C'était devenu un gouffre immense construit au fil d'années de cohérence implacable, d'expansion intrépide et d'une volonté inégalée de parier sur lui-même. Les records qu'il continuait de battre n'étaient plus seulement des statistiques. Ils étaient devenus la preuve qu'il avait fondamentalement changé ce à quoi ressemblait le succès au Klondike. La partie la plus remarquable de l'histoire de Parker Schnabel est peut-être qu'il n'a jamais considéré aucun disque comme une ligne d'arrivée.
Chaque étape devient la base du prochain défi, chaque victoire immédiatement remplacée par un objectif plus grand qui se profile juste à l'horizon. Alors que de nombreux mineurs finissent par parler de ralentir, de protéger ce qu'ils ont construit ou de préparer leur retraite, Parker continue de ne penser qu'à l'expansion, à l'efficacité et au prochain objectif impossible. Cet état d'esprit implacable est peut-être la véritable raison derrière le titre de 120 millions de dollars. Car bien avant que Parker n'exploite des quantités extraordinaires d'or, il a développé la rare capacité de croire qu'aucun record n'était jamais censé durer. Au début de la saison 15, Discovery Channel a publié un communiqué de presse avec un chiffre qui a stupéfié tout le monde. Parker Schnabel avait récolté plus de 63 000 onces d'or au cours de sa carrière, d'une valeur de plus de 98 millions de dollars à l'âge de 29 ans. Et c'était avant même le début de la saison en cours. Locke parie de 25 millions de dollars, mais le plus fou n'est pas la quantité d'or que Parker a extraite. C'est le pari qu'il a fait pour obtenir encore plus. Avant la saison 14, Parker a fait quelque chose qui a choqué toute la communauté minière du Klondike. Il a acheté Dominion Creek pour 15 millions de dollars. Je ne l'ai pas loué, je l'ai acheté. Je suis plutôt excité, je suis super nerveux. Par exemple, mon approche dans ce secteur a été de ne jamais être trop exposé et de garder l'argent en banque. Quand il y a 15 millions de dollars en jeu, je ne pense pas qu'on puisse faire confiance à qui que ce soit. Il s'agit d'une immense propriété historique, l'un des plus grands blocs de terrain non minés restant au Yukon. Les réserves estimées 80 000 onces d'or, d'une valeur comprise entre 160 et 200 millions de dollars enfouies sous la surface. Cela semble incroyable jusqu'à ce que vous entendiez le piège. Parker dispose d'une fenêtre de 6 ans sur ses permis et licences d'eau. S'il n'extrait pas tout cet or avant l'expiration des permis, chaque once qui reste dans le sol est de l'argent qu'il ne verra jamais. Il a déclaré à TV Insider que le calcul est simple et terrifiant. Ils doivent extraire au moins 10 000 onces chaque année pendant 6 années consécutives. Toutes les onces que vous laissez dans le sol après avoir terminé l'exploitation minière et non les dollars autorisés ou perdus, a déclaré Parker. Ce n'est pas un battage médiatique ou une phrase sonore pour les caméras. C'est la réalité financière réelle de sa situation. Une dette de 15 millions de dollars avec un compte à rebours. Et la première saison à Dominion a prouvé à quel point cela allait être difficile. La saison 15 était censée être l'année décisive. Parker a apporté les lavoirs Bob Roxanne's Lucifer et le gobeleur de Roche Vintage. Il avait le contremaître Mitch Blaschke qui dirigeait une opération distincte à Sulphur Creek, tandis que Tyson Lee gérait le site principal de Dominion. Sur le papier, il s'agissait de la plus grande installation minière que Parker ait jamais assemblée. Mais le terrain a résisté durement. La coupe longue chez Dominion était restée figée bien trop longtemps dans la saison. La couche aurifère s'est avérée être plus profonde que prévu, potentiellement à plus de 20 pieds sous la surface. Parker dépensait 20 000 dollars par jour pour louer une perceuse sonique juste pour déterminer où se trouvait réellement l'or. 3 semaines après le début de la saison, il n'avait réussi à récolter que 36 onces au total. Pour un gars qui vise 10 000, c'est catastrophique. Je n'aime pas être un perdant. Mais ce n'est pas si simple. Parker n'abandonne pas. C'est sans conteste ce qui le distingue de tous les mineurs jamais apparus dans cette émission. Il a changé de direction à la mi-saison, a acheté du terrain supplémentaire à Gold Run et a fait appel aux gobeleurs de roche pour commencer à traiter les salaires là-bas, tandis que ses principales usines luttaient pour résoudre les problèmes à Dominion. Mitch a poussé son équipe à Sulphur Creek à extraire jusqu'à la dernière once du sol avant l'expiration de leur permis d'utilisation de l'eau. Semaine après semaine, nettoyage après nettoyage, les chiffres ont commencé à grimper. La finale de la saison 15 raconte toute l'histoire. L'usine de lavage Bob à la hauteur du pont a rapporté 343 onces d'une valeur de plus de 920 dollars. Roxanne Hawkwood a livré 306 onces d'une valeur de 820 000 dollars. 180 à 40 à 70. 306.3. Bien joué, bien joué. Le gobeleur de roche de Gold Run et ajouté 99 onces supplémentaires, soit 266 000. Leur pesée finale s'est élevée à 749 onces pour le dernier nettoyage, portant le total de la saison à 6 837 onces, d'une valeur de plus de 18,3 millions de dollars, le plus d'argent que Parker ait jamais gagné en une seule saison en valeur monétaire. Mais voici l'affaire. Nous avons passé une semaine formidable, notre meilleure semaine. 749 onces. Waouh, c'est gentil. Ouais. Cela nous donne un total de saison 6 837 onces. Il restait encore 1000 onces de moins que son objectif révisé de 8000 onces. Parker avait initialement fixé un objectif de 10 000, puis l'a ramené à 8000 lorsque les problèmes de Dominion sont devenus évidents.
Même l'objectif abaissé était hors de portée. En Finance d'activité minière, Parker Schnabel n'a jamais manqué un seul objectif qu'il s'était fixé, pas les une seule fois. Et sa réaction n'a pas été de la gratitude pour les 18 millions. C'était une frustration pure et brute. Il a regardé son équipe et a dit quelque chose qui vous dit tout sur la façon de penser de ce type. Je n'aime pas ce sentiment. Je n'aime pas être un perdant. Cela n'arrivera plus jamais. La saison prochaine, nous allons le tuer. C'est mon plan. La plupart des mineurs du Klondike organiseraient une fête d'une valeur de plus de 18 millions de dollars. Parker Schnabel se qualifiait de perdant. C'est l'écart entre Parker et tous les autres acteurs de cette industrie. 4 plantes, un coup. Et cela nous amène maintenant à la saison 16, la saison qui va déterminer si Parker Schnabel est le plus grand mineur de la ruée vers l'or de tous les temps, ou s'il a finalement parié plus que ce qu'il peut livrer. Parker est entré dans cette saison avec un plan que personne n'a jamais tenté dans cette série. 4 installations de lavage fonctionnant simultanément. Bob et Lucifer à Bridgecut et Golden Mile de Dominion Creek Roxanne sur l'Indian River, et Big Red ramenés à la vie au Golden Mile pour courir aux côtés de Lucifer. Son contremaître Tyson Lee l'a décrit comme la charge de travail la plus lourde de toute sa carrière. Et c'est un gars qui a travaillé aux côtés de Parker au cours de certaines des saisons les plus intenses de l'histoire de la ruée vers l'or. L'échelle est presque impossible à comprendre. Des équipes travaillant sur plusieurs sites séparés par des kilomètres de nature sauvage au Yukon. 4 installations de lavage séparées qui nécessitent toute une alimentation constante en saleté payante. Des excavatrices, des camions à roches et des chargeuses fonctionnent de l'aube jusqu'à ce que le soleil descende à peine sous l'horizon pendant l'été au Yukon. Chaque heure d'arrêt d'une usine coûte à Parker des milliers de dollars. Et les pannes sont devenues difficiles. Roxanne a subi ce que Parker a appelé sa plus grande panne mécanique en 13 ans d'exploitation minière. L'équipage n'avait qu'un seul coup pour le réparer dans une fenêtre de 15 à 20 secondes. S'ils avaient raté cette fenêtre, Roxanne aurait pu être indisponible pendant des semaines. Cela coûte à Parker des millions de dollars qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Ils ont réussi. À Payne. Le mécanicien Taylor Matejka a couru d'usine en usine pour maintenir tout en vie. Lorsque les convertisseurs de Bob se sont arrêtés lors de la coupure du pont Tyson, n'a pas perdu de temps à diagnostiquer le problème. Il a remplacé tout le générateur et a remis Bob en marche. C'est la mentalité que Parker a inculquée à chaque membre de son équipe. Ne restez pas assis à chercher ce qui s'est cassé. Réparez-le et continuez à évacuer. Parker a également pris des mesures agressives hors du site minier. Il a braconné Brennan Rouault. Kevin bat son propre contremaître directement de l'équipe de Kevin à Scribner Creek. Quels sont tes projets? Eh bien, Parker m'a débauché. Il m'a envoyé ici pour venir travailler avec toi. Pas question, mec. Ouais, mon pote. Puis, une semaine plus tard, il a également recruté Caden Foote dans l'opération de Kevin. Caden a appelé Parker le roi du Klondike alors qu'il sortait. Kevin et sa partenaire Faith étaient furieux. Mais c'est ainsi que fonctionne Parker. Il constitue le meilleur équipage possible et il ne s'excuse pas d'avoir pris ce dont il a besoin pour gagner. Les chiffres de mi-saison sont prometteurs. La meilleure semaine de Parker a rapporté 827 onces d'une valeur de 2,8 millions de dollars, sa plus grosse récolte hebdomadaire jamais réalisée. Cette semaine-là, l'unique usine de Mitch Blaschke à Sulphur Creek a extrait à elle seule 406 onces, ce qui correspond en réalité à la production combinée des 2 usines de Tyson Lee en activité à Dominion. À mi-chemin de la saison, Parker avait accumulé environ 5000 onces, ce qui correspondait parfaitement à l'objectif de 10 000 onces. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. En une semaine, l'expérience sur 4 usines n'a produit qu'un total de 669 onces, en fait moins que la semaine précédente où moins d'usines fonctionnaient. Parker l'a reconnu sans drame. Espérons que la semaine prochaine, après avoir passé plus de temps à courir et moins de temps à se déplacer, ces chiffres augmenteront. Une autre semaine, Roxanne n'a réussi qu'à produire 49 onces, tandis que les usines de Dominion Creek ont pris le relais Bob en tirant 147, It's Lucifer et Big Red combinantes pour 232. Et ce n'est pas seulement l'équipement que Parker combat. Au cours de la saison 16, les incendies de forêt au Yukon, dont plus de 90 brûlants sur 250 000 acres, se sont propagés à moins de 3 à 4 milles de son camp à Dominion Creek. Mitch était dans un sprint mort pour terminer les opérations à Sulphur Creek avant l'expiration de leur permis d'utilisation de l'eau, et les routes reliant les sites auraient pu être la proie des flammes à tout moment. Parker a dit directement à Mitch que la pire chose qui puisse arriver est que les routes soient englouties par les flammes. Puis il est parti 5 jours et a fait confiance à son contremaître pour s'en occuper. Mitch a tenu ses promesses.
Il a fini de payer les stocks et a déplacé l'usine de lavage Roxane à 25 000 du site suivant à travers un pont étroit qui contenait à peine l'équipement, le tout pendant que des incendies brûlaient en arrière-plan. Voici donc la question à laquelle tous ceux qui regardent cette saison veulent répondre. Parker peut-il réellement le faire? Peut-il atteindre 10 000 onces? Les calculs disent que c'est possible. Ou Southern à mi-parcours, 4 usines en activité. Les prix de l'or à des niveaux records, ce qui signifie que chaque once extraite par Parker vaut plus d'argent que lors de n'importe quelle saison précédente. Au prix actuel, 10 000 onces représentent 35 millions de dollars combinés à son total de carrière de plus de 63 000 onces, ce qui pousse Parker bien au-delà des 120 millions de dollars d'or total en carrière. C'est une énorme réussite, vous savez, et il a fallu que tout le monde soit ici. Je veux juste vraiment vous remercier pour les efforts que vous avez déployés. Mais les calculs indiquent également que la seconde moitié de chaque saison au Yukon est plus difficile. Les équipements fonctionnent depuis des mois et tombent en panne de plus en plus souvent. L'équipage est épuisé après des journées de 20 heures pendant la haute saison estivale. Les températures chutent. Les gelées matinales rongent les heures de production. Le gel arrive quoi qu'il arrive. Quand il arrive, tout s'arrête. Parker est propriétaire du terrain. Il est propriétaire de la dette. Il assume toutes les conséquences si cela ne fonctionne pas. Lorsque Tony Beats récupère de l'or, il prétend qu'il travaille depuis des décennies et que les frais généraux ont déjà été payés. Lorsque Rick Ness exploite une mine, il verse des redevances aux propriétaires. Parker a dépensé 15 millions de dollars pour devenir propriétaire de Dominion Creek. Pas de redevances, pas de propriétaire. Chaque once lui appartient. Mais chaque dollar de risque l'est aussi. Si les permis s'épuisent et qu'il y a encore de l'or dans le sol, c'est de l'argent que Parker a payé et ne le récupérera jamais. Ah, il l'a dit lui-même. Il a eu de la chance avec le timing. Les prix de l'or ont augmenté après qu'il ait acheté le terrain, ce qui signifie qu'il serait encore plus cher maintenant si quelqu'un d'autre essayait de l'acheter. Mais la chance ne vous aide pas à creuser plus vite. Il a déclaré aux intervieweurs qu'il avait essayé d'expliquer sa vie aux gens et cela semblait insensé. Je suis dans les bois et tu vis dans un bunker, tu laves des pierres, tu cherchais des petites pierres brillantes, dit-il. Ensuite, cela rend les rencontres incroyablement difficiles. C'est Parker, sec, discrète, assise sur une carrière de 120 millions de dollars et dormant toujours sur le site minier parce que chaque heure de lumière du jour compte. Son grand-père John Schnabel a fondé la mine Big Nugget et a placé Parker, âgé de 5 ans, sur sa première pièce d'équipement lourd. Il n'aurait probablement jamais imaginé qu'on en arriverait là. 4 usines de lavage, 15 millions de dollars de dettes et un petit-fils à la recherche de chiffres qui auraient semblé être un pur fantasme à Haines, en Alaska. Parker est passé de l'exploitation minière de 192 onces lors de sa première véritable saison au Klondike à la direction de la plus grande exploitation du Yukon moderne. Il est passé de la location du terrain de Tony Betts et de la fermeture de son eau à la possession de terres plus riches en or que Tony lui-même. Qu'il s'agisse de parier ses fonds universitaires sur un projet à long terme ou de s'asseoir sur une carrière de 120 millions de dollars. Si Parker atteint 10 000 onces cette saison, ce sera la plus grande année de l'histoire de la ruée vers l'or, tant en onces qu'en valeur en dollars. S'il manque, eh bien vous avez entendu ce qu'il a dit la dernière fois. Je n'aime pas être un perdant. Cela n'arrivera plus jamais. Parker peut-il atteindre 10 000 onces? Ou a-t-il finalement mordu plus que ce qu'il pouvait supporter? Déposez votre prédiction dans les commentaires. Et abonnez-vous car quelle que soit la fin de cette saison, Parker Schnabel est déjà le mineur le plus prospère que la ruée vers l'or ait jamais connu. Et il est loin d'avoir terminé.